Dès que j'ai reçu les papiers du divorce, mon ex-mari m'a demandé de choisir un de nos 3 enfants. Mais j'ai seulement pris la main de ma fille et je lui ai adressé un sourire glacial, « Je ne veux aucun de tes enfants illégitimes. » Je me penchai pour ramasser l'un des classeurs. Lorsque mes doigts effleurèrent les mots imprimés sur la couverture, « Accord de divorce par consentement mutuel », j'eus l'impression qu'il me brûlait. 5 ans s'étaient écoulés. Ce mariage dans lequel j'avais misé toute ma jeunesse et ma fierté se terminait finalement par cette confrontation pathétique. J'avais déjà tout pesé. Je levai la tête et soutins son regard, ses yeux profonds et glacés. Mais j'ai une condition. Les lèvres d'Étienne s'étirèrent en un sourire moqueur, comme s'il s'était attendu depuis le début à ce que j'essaie de m'accrocher à sa fortune. Tu montres enfin ton vrai visage. Parle, combien d'argent veux-tu ? Ou tu préfères des actions de la société immobilière ? Il s'adossa au canapé Chesterfield et croisa ses longues jambes avec la posture arrogante d'un aristocrate convaincu de contrôler l'univers. L'aîné des 3 garçons, Bastien, 8 ans, tourna la tête et me tira la langue. Maman va encore pleurer pour demander de l'argent, c'est sûr. Le deuxième, Hugo, 6 ans, ajouta aussitôt, quelle honte, les adultes aussi ça pleure. Le plus jeune, Pierre, 4 ans, cligna des yeux, confus, en tenant un énorme morceau de gâteau qu'il venait d'arracher à ma fille. Chloé. Oui, ma fille. Dans un coin, vêtue d'un vieux cardigan en laine décoloré par trop de lavage, une petite fille tordait nerveusement le bord de sa jupe entre ses mains minuscules. C'était ma Chloé. Dès sa naissance dans cet immense manoir de Neuilly, entourée de lustres en cristal, de tapis persans sur mesure et d'innombrables œuvres d'art, elle avait été comme une ombre qui ne trouvait jamais sa place. Et moi, Élise, qui avais été l'étudiante la plus brillante et la plus talentueuse du programme des Beaux-Arts de Paris, je n'étais plus qu'une nounou de luxe pour les Dubois, qui portait par hasard le titre de maîtresse de maison. Non, peut-être même pas au niveau d'une nounou. Les employés recevaient au moins un salaire et des congés payés. Je ne veux pas d'argent. Ma voix résonna incroyablement calme, si calme que j'en fus moi-même surprise. Je veux juste emmener Chloé. L'air du salon sembla se figer. La moquerie disparut du visage d'Étienne et ses sourcils commencèrent à se froncer lentement, comme s'il était incapable de comprendre comment j'osais faire une demande aussi absurde. Les 3 garçons cessèrent également de jouer et nous regardèrent en même temps. Bastien fut le premier à réagir. Non, Chloé c'est mon punching ball. Si elle part, qui va ramasser mes jouets ? Qui va écrire mes lignes de punition pour l'école ? Hugo hocha la tête avec enthousiasme. Et en plus, elle doit faire le cheval pour que je la monte. Bien que Pierre ne comprît pas tout à fait ce qui se passait, il agita ses petits poings tachés de crème rouge. Le gâteau ne part pas. Je ne lui ai pas encore tout pris. Le petit corps fragile de Chloé se mit à trembler violemment. Elle baissa encore plus la tête, la cachant presque contre sa poitrine, et je sentis un frisson monter de la plante de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête, me glaçant le cœur. C'étaient les 3 enfants auxquels j'avais consacré 5 ans de ma vie. Je les avais aimés et soignés de tout mon cœur. C'était la famille parfaite que j'avais maintenue à tout prix, même en sacrifiant ma propre fille. Ma Chloé. Tu les as entendus. La voix d'Étienne me tira de mes pensées. Il leva une main et désigna nonchalamment les 3 garçons avec la montre suisse qu'il portait au poignet. Bastien, Hugo et Pierre ne peuvent pas vivre sans leur sœur. Il le dit avec le plus grand naturel, comme si cette sœur était née uniquement pour être la servante, le cheval et le jouet de ses frères aînés. De plus, fit-il une pause tandis que son regard perçant me parcourait de la tête aux pieds, avec quelle capacité penses-tu l'emmener ? Tu es une femme au foyer qui n'a pas travaillé depuis 5 ans, sans expérience récente et complètement déconnectée du marché du travail. Comment penses-tu subvenir à ses besoins en vendant ces tableaux que pas une seule galerie du Marais ne veut exposer ? Chacun de ces mots était comme un poinçon de glace s'enfonçant dans une fierté déjà complètement brisée. Oui, 5 ans plus tôt, lorsque j'avais épousé Étienne Dubois, j'avais 22 ans. Je venais d'obtenir une bourse pour un master après avoir été diplômée avec les meilleures notes de ma promotion. Mon professeur disait toujours qu'il y avait une lumière rare dans mes toiles, quelque chose de vraiment unique dans l'art contemporain.
Mais Étienne disait que Madame Dubois n'avait pas besoin de s'exhiber en public ni de se mêler à des artistes bohèmes. Rester au manoir, diriger le personnel et éduquer les héritiers était plus que suffisant. Ma belle-mère, Éléonore, insistait sur le fait que le devoir d'une bonne épouse était de donner naissance à de solides héritiers mâles pour assurer la continuité du nom et du groupe empresarial. À quoi servaient ces excentricités artistiques? J'ai donc rangé mes pinceaux, mis mon chevalet au grenier, appris le protocole, les dégustations de vin, l'étiquette, comment organiser d'élégants galas de charité pour les partenaires de mon mari et comment élever des enfants. Je croyais que ce que je tenais entre mes mains était de l'amour. Je croyais que c'était mon foyer, jusqu'à la naissance de Chloé. Jusqu'à ce que je comprenne que pour ces 3 garçons que j'avais élevés comme si je les avais mis au monde, que j'avais aimés jusqu'à l'âme, il n'y avait jamais eu l'affection ni la proximité qu'un fils devrait ressentir pour sa mère. Il n'y avait que les exigences de petits tyrans et un mépris qui reflétait parfaitement celui de leur père. Jusqu'à ce que, par accident, je trouve au fond du tiroir verrouillé du bureau d'Étienne un document à l'entête d'une clinique de fertilité exclusive de la rive droite. Il y a des vérités si cruelles qu'on n'ose même pas les regarder en face. Tu as raison. Je respirais lentement, comme si j'essayais d'expulser de mes poumons tout le venin accumulé pendant 5 ans. Je n'ai pas la capacité d'emmener les 3. Alors, sous le regard légèrement soulagé d'Étienne, une expression qui semblait dire « Je savais que tu finirais par céder », je me retournai. Je marchai pas à pas vers le coin le plus sombre de l'immense bibliothèque qui communiquait avec le salon. C'est là que se trouvait ma Chloé, comme une petite plante flétrie qui n'avait jamais reçu assez de lumière, blottie dans l'ombre des lourds rideaux de velours. Je m'agenouillai devant elle et regardai ses yeux humides, semblables à ceux d'enfant effrayé. Ses yeux couleur miel ressemblaient beaucoup aux miens, surtout à ceux de cette Élise d'avant ses 22 ans, celle qui savait encore rire aux éclats en se promenant dans les rues de Montmartre. J'étendis la main et caressai doucement ses fins cheveux châtain clair. Puis je me relevai. Je regardai de nouveau Étienne et prononçai chaque mot avec une clarté absolue. 3 enfants illégitimes d'origine inconnue. Moi, Élise, je n'oserais jamais les emmener. Ma conscience ne me le permettrait pas non plus. Boum. Au même instant où ces mots quittèrent mes lèvres, un coup de tonnerre assourdissant retentit sur les toits d'ardoise du manoir, éclairant le visage d'Étienne, qui avait complètement pâli. L'arrogance aristocratique et froide avait disparu. La moquerie avait disparu. À la place, il y avait un mélange de surprise, de fureur et une trace de panique authentique en sentant que le secret qu'il avait protégé pendant des années venait d'être poignardé en plein cœur. Les 3 garçons, ne comprenant rien, demandèrent à grands cris « Papa, qu'est-ce que c'est un enfant illégitime ?» Étienne ne répondit pas. Son regard restait fixé sur moi, comme si c'était la première fois de sa vie qu'il me voyait vraiment. Il serra la mâchoire et chaque mot sortit en sifflant comme un serpent. « As-tu la moindre idée de ce que tu dis ?» Oui, bien sûr que je l'avais. Cette phrase était là dans ma manche que j'avais obtenue au prix de 5 ans de jeunesse fanée, d'innombrables nuits blanches et d'une dignité bafouée. C'était aussi le seul marteau capable de faire tomber les murs de cette prison dorée pour Chloé et pour moi. Je pense que l'illustre PDG de Dubois Industries comprend parfaitement ce que je dis. Et le docteur Sophie Laurent devrait aussi l'avoir très clair. En entendant ce nom, les poings d'Étienne se serrèrent si fort que ses jointures devinrent blanches. Les veines de son cou se marquèrent immédiatement. Une ombre, qui se tenait cachée près de l'élégant escalier en marbre menant au 2e étage, écoutant toute la conversation, fit un petit faux pas en retenant un hoquet. C'était le docteur Sophie Laurent, la médecin privée de la famille et aussi la véritable mère biologique de ses 3 enfants. Pendant la 2e année de mon mariage, Étienne l'avait installée dans l'aile du manoir sous prétexte qu'elle souffrait d'une maladie très délicate nécessitant des soins permanents et qu'elle était une vieille amie de la famille. Elle vivait sous mon toit depuis 4 ans. C'était une femme à la voix veloutée, toujours aimable, toujours compréhensive, qui apparaissait toujours avec une tasse de tisane à la camomille juste au moment où Éléonore m'humiliait pour ne pas avoir donné de petit-fils à la famille ou quand les enfants me poussaient à bout. Je lui en étais sincèrement reconnaissante. Jusqu'à il y a 6 mois. Je croyais avoir au moins une alliée dans ce manoir froid et luxueux. Quelle idiote j'avais été. Tais-toi. Étienne se leva d'un bond. Sa silhouette projeta une ombre oppressante sur nous.
Élise, je te préviens, ne me diffame plus si tu n'as pas de preuves. C'est de la calomnie. Tu veux plus d'argent? Écris le montant sur le chèque. Prends cette gamine que tu as mise au monde et disparaît de ma vue. Il désigna Chloé sans même prendre la peine de cacher le mépris dans sa voix. Chloé se recroquevilla de nouveau. Ses petites mains s'agrippèrent fermement au tissu de mon pantalon. Ce léger tremblement, le froid que transmettaient ses doigts, fut l'étincelle finale qui réduisit en cendres le dernier vestige d'attachement absurde ou de syndrome de Stockholm que je conservais encore pour ce mariage et cet homme. Des preuves? Je fis un pas en avant, plaçant Chloé derrière moi comme un bouclier. Je souris avec une froideur qui me surprit même moi-même. Étienne, le rapport de paternité et de génétique de la clinique que tu caches dans le double fond du tiroir supérieur gauche de ton bureau. Veux-tu que je lise les conclusions du laboratoire devant les enfants? Veux-tu que je leur rappelle qu'il a été émis il y a exactement 4 ans, quand Pierre avait d'1 mois? Je fis une brève pause. Ou tu préfères que j'explique comment, pendant ces 4 années, alors que tu gardais ce document sous clé, j'élevais comme une parfaite idiote les 3 enfants que toi et ton amante avez eus dans mon dos en utilisant des mères porteuses engagées à l'étranger pour contourner les lois françaises. Sur le consentement du conjoint? Ma voix n'était ni aiguë, ni même tremblante. Elle sonnait comme l'exposé froid et précis d'un procureur devant un tribunal. Et c'est précisément pour cela qu'elle était bien plus dévastatrice que n'importe quelle crise d'hystérie. Le visage d'Étienne perdit toute couleur. Son image impeccable, calculatrice et impénétrable, la même avec laquelle il dominait les réunions de l'entreprise, se fissura pour la première fois. Il ressemblait à un chasseur qui venait de découvrir qu'il était tombé dans son propre piège. Tu as forcé la serrure de mes documents privés. Il tenta de déguiser sa culpabilité par l'indignation. Comparé au fait que vous vous rouliez tous les deux dans le lit d'amis pendant que je souffrais d'hypermesie gravidarum pendant ma grossesse? Et qu'ensuite vous m'avez laissé la charge d'élever les enfants que vous avez eus dans mon dos juste pour sauver les apparences devant la haute société parisienne, est-ce que ça a vraiment de l'importance que j'aie jeté un coup d'œil à quelques papiers? Répondis-je sans détourner le regard. L'endroit où mon cœur avait battu pour lui n'était plus qu'un bloc de glace. Étienne, pendant ces 5 ans, tu m'as vu m'humilier encore et encore pour 3 enfants qui n'ont pas une seule goutte de mon sang. Vous avez dû bien rire en voyant comment je négligeais ma propre fille, ma Chloé, pendant qu'elle grandissait dans cette maison comme un fantôme de seconde zone. Je le fixais. Vous avez dû être très fiers de toute cette comédie, n'est-ce pas? Vous m'avez utilisé comme une jument de race pour maintenir le nom, organiser les galas de charité des Dubois, supporter ta mère élitiste et nettoyer ton image publique. Tandis qu'à huis clos vous vous moquiez de la docilité et de la stupidité de l'épouse officielle. Je pris une profonde inspiration. Vous vous sentiez les rois du monde? Ma pluie de questions résonna sous le haut plafond à caisson du salon. Étienne resta complètement muet. L'ombre qui observait depuis l'escalier recula précipitamment vers le couloir de l'étage supérieur et mes propres yeux étaient complètement secs. Apparemment, quand la déception atteint sa limite, il n'y a plus de larmes à verser. Les 3 garçons comprirent finalement que cette tension ne signifiait rien de bon. Bastien courut vers moi, par pure habitude de garçon gâté, tenta de me donner un coup de pied dans le tibia. « Pourquoi tu cries sur papa? Je vais dire à grand-mère Éléonore de te mettre à la porte. » Avant, je me serais baissé, j'aurais encaissé le coup et je l'aurais ensuite serré dans mes bras en essayant de lui enseigner avec patience. Cette fois, je fis simplement un pas de côté. Sa chaussure fendit l'air. Bastien perdit l'équilibre sur le sol en marbre brillant et tomba à plat ventre. Du sol, il me regarda, complètement déconcerté. Il ne pouvait pas comprendre comment sa cible préférée avait osé esquiver le coup. Je ne lui accordai pas un seul regard. Je fixai de nouveau les yeux sur Étienne. L'accord de divorce est sur la table. Dès qu'un juge le ratifiera, ta famille et moi n'aurons absolument plus rien à voir. Je fis une pause. Maintenant, j'emmène Chloé. Puis je parcourus du regard les visages confus et furieux des 3 garçons. Quant à tes 3 héritiers, je laissai le silence peser quelques secondes, ils ont dans les veines ton arrogance et le cynisme de Sophie. Mais vous m'avez volé les 5 meilleures années de ma vingtaine, alors maintenant je les rends à leur vrai propriétaire.
Je respirai profondément. Je te les laisse, à toi et à la charmante docteur Laurent. Je vous souhaite à tous les 5 une famille parfaite, digne de la couverture de n'importe quel magazine mondain. Après avoir dit cela, peu m'importait qu'Étienne soit sur le point d'exploser de rage. J'ignorais la crise de Bastien sur le sol. J'ignorais également le fracas d'un énorme vase se brisant à l'étage supérieur, signe que quelqu'un venait de s'effondrer. Je me retournai, m'accroupis, rassemblant toutes mes forces, j'offris à ma fille timide le premier sourire vraiment chaleureux et tranquille qu'elle avait vu en 5 ans. Chloé, mon amour, maman t'emmène à la maison, notre vraie maison. Chloé leva lentement la tête. Ses grands yeux couleur miel étaient remplis de confusion et d'une petite étincelle d'incrédulité. Timidement, elle leva une main et caressa doucement ma joue, comme si elle avait besoin de vérifier qu'elle ne rêvait pas. Je pris ses 2 petites mains glacées entre les miennes et les couvris pour les réchauffer. Puis je me levai. Je pris mon sac, la tenant par la main, je me dirigeai vers la lourde porte en chêne sculptée qui symbolisait la sortie de ma prison de haute sécurité. Dans mon dos, j'entendais la respiration saccadée d'Étienne, les cris désespérés des 3 enfants et la tempête de l'Île-de-France frappant furieusement les baies vitrées. Devant moi s'ouvrait un chemin orageux, mais c'était un chemin vers la liberté. Je savais que partir sans signer la version de l'accord qu'il avait préparé n'était que le premier pas. M'échapper de ce nid de vipères avec Chloé n'était que le début, car Étienne Dubois n'était pas un homme qui acceptait la défaite ni ne permettait à quiconque de piétiner son orgueil. Éléonore, la matriarche qui idolâtrait ses petits-fils, était la personne la moins disposée à laisser passer une telle humiliation. Et Sophie Laurent, le serpent qui avait vécu camouflé pendant 4 ans. Ce qui attendait Chloé et moi était loin d'être un chemin facile. Et alors ? Je serrai fermement la main de ma fille et redressai le dos. La vieille Élise, soumise et obéissante, était morte. Elle avait été étouffée par la froideur, les mensonges et le snobisme de cette famille. À partir de ce moment, la femme qui franchissait cette porte était une mère prête à incendier le monde entier si quelqu'un essayait de faire du mal à sa fille. La première étape était de quitter Neuilly, d'aller dans ce petit appartement d'environ 37 mètres carrés, modeste mais plein de lumière, que j'avais loué en secret à Belleville, à Paris. Puis je tâtai discrètement l'extérieur de mon sac en bandoulière et sentis la bosse rigide d'une vieille clé USB. À l'intérieur se trouvaient des choses que personne de la famille Dubois ne savait que je possédais. Des documents que j'avais copiés en silence pendant ma dernière année en tant que Madame Dubois, lorsque les soupçons avaient commencé à me dévorer. J'avais aussi les cartes bancaires où j'avais rassemblé un modeste fonds qui nous permettrait de survivre pendant un certain temps. Les gouttes de pluie froide frappèrent mon visage dès que je franchis le porche. Elles ne servirent qu'à m'éclaircir les esprits. Je ne regardai pas en arrière une seule fois. L'appartement de Belleville était au 4e étage sans ascenseur, mais il était orienté au sud et avait un petit balcon. Le premier jour où nous avons emménagé, le ciel de Paris nous a offert un brillant soleil d'hiver. La lumière traversait les vitres propres, illuminant le sol en vinyle imitation bois et le petit visage de Chloé, qui commençait enfin à cesser de regarder constamment le sol. Sa voix n'était qu'un murmure craintif. « On est vraiment seul ici ?» En réalité, ce qu'elle demandait était autre chose. Elle voulait savoir si ses demi-frères apparaîtraient soudainement pour casser ses crayons de cire. Si une grand-mère arrogante reviendrait la mépriser en disant que les filles n'héritent pas d'empire, si ce père absent reviendrait ou si tante Sophie sourirait à nouveau devant tout le monde tout en lui pinçant les bras quand personne ne regardait. Je sentis une boule dans ma gorge. Je m'agenouillai et la serrai dans mes bras de toutes mes forces, sentant la fragilité de ses petits os. Oui, mon amour, il n'y a que Chloé et maman. Ma voix se brisa un instant, mais je fis un effort pour paraître ferme. C'est notre château. Ici, tu peux chanter aussi fort que tu veux. Tu peux courir dans le couloir et laisser tes livres où tu veux. Personne ne va te gronder. Tu n'as plus à avoir peur. Chloé cacha son visage dans mon cou pendant un long moment. Puis elle laissa échapper un doux murmure. Dans ce petit son vibrait une joie prudente. Notre déménagement fut extrêmement simple. La seule chose que nous avons sortie du manoir Dubois fut 2 vieilles valises à main avec nos vêtements les plus basiques et ma vieille boîte en bois où je gardais mes huiles et mes pinceaux, protégés par un cadenas à combinaison qu'Étienne ne s'était jamais donné la peine de regarder.
Je n'ai pas pris un seul euro de son argent, ni les bijoux Cartier, ni les sacs Louis Vuitton, ni les robes de créateurs qu'il achetait chaque saison pour que je décore ses dîners comme un vase. Maintenant, tous ces luxes me donnaient la nausée. J'ai utilisé les économies que j'avais réussi à réunir grâce à de petites commandes d'illustrations anonymes sur Internet pour payer la caution, 3 mois de loyer et acheter du linge de lit et des ustensiles de cuisine bon marché chez IKEA à plaisir. Le solde de mon compte courant à la BNP Paribas me rappelait constamment que la réalité n'avait aucune pitié. Étienne avait immédiatement bloqué toutes les cartes de crédit liées à son compte. C'était le coup classique d'un narcissique de manuel. Et bien sûr, il n'avait pas non plus déposé un seul centime de pension alimentaire pour Chloé. L'accord de divorce qu'il avait essayé de me faire signer avait été rédigé par les avocats impitoyables de son cabinet d'affaires. Il était rempli de clauses pièges déguisées en accord à l'amiable, tout conçu pour me laisser à la rue sans absolument rien, m'obligeant à renoncer à tout droit sur les biens matrimoniaux. Quel dommage qu'il ait oublié, ou peut-être ne se soit-il jamais soucié de découvrir, de quel bois était faite une fille de la classe ouvrière, la même qui avait survécu en cumulant 3 emplois précaires. Servant des verres et donnant des cours particuliers pour payer les frais de scolarité des beaux-arts, la même qui passait des nuits entières à peindre des affiches pour des concours juste pour gagner un peu d'argent. Cette ténacité si typiquement parisienne était restée endormie, mais n'était jamais morte. La priorité absolue était Chloé. Je l'ai emmenée dans un dispensaire de notre nouveau quartier pour un examen complet avec un pédiatre. Le diagnostic m'a brisé le cœur. Son poids et sa taille étaient bien inférieurs à la norme pour son âge en raison d'une légère malnutrition. Elle présentait une anémie naissante et des symptômes clairs de stress chronique infantile. Le médecin, très aimable, a recommandé de l'orienter vers un spécialiste de la santé mentale infantile en raison de la terreur évidente qu'elle ressentait envers les adultes et les bruits forts. Voir ma fille se cacher dans mes bras juste parce qu'un médecin en blouse blanche s'approchait avec un stéthoscope, c'était comme sentir des griffes m'écraser les côtes. C'est bon, ma chérie. Maman va te protéger. Je l'ai embrassée sur le front encore et encore. On va s'en sortir, pas à pas. Le deuxième front était de survivre économiquement. J'ai commencé à accepter des travaux indépendants d'illustration numérique, des couvertures de livres pour de petites maisons d'édition, des créations de logos, des commandes rapides. Il payait peu et presque toujours en retard, mais c'était assez d'argent pour remplir le réfrigérateur et payer la facture d'électricité. Pendant les petites heures du matin, sans dormir, j'ai ressorti mes pinceaux. Je ne peignais plus ces ennuyeux paysages équestres qu'Éléonore exigeait pour décorer le salon principal du manoir. Je suis retournée à mon style original. Des illustrations chargées de mélancolie, de force et d'espoir. J'ai scanné une nouvelle collection et l'ai publiée sur un compte Instagram que j'avais abandonné il y a 5 ans. J'avais à peine quelques centaines d'abonnés, la plupart d'anciens camarades de l'université. Je ne m'attendais pas à devenir célèbre. J'avais juste besoin d'un exutoire. La première semaine s'est écoulée entre l'austérité, le travail frénétique et la lente récupération émotionnelle de Chloé. C'était une paix extrêmement fragile, comme l'air lourd qui précède un ouragan. Je savais qu'Étienne ne laisserait pas les choses ainsi. Un ego aussi énorme, blessé dans son narcissisme, chercherait toujours à se venger. Et en effet, le 8e jour, dans l'après-midi, la sonnette retentit avec une insistance agressive et impatiente. J'ai regardé par le Judas. Ce n'était pas Étienne. Sur le palier se trouvait ma belle-mère, Éléonore Dubois, et le docteur Sophie Laurent. Éléonore portait un imposant manteau de vison sur un élégant tailleur en laine haute couture. Ses cheveux blancs semblaient tout droit sortis du salon de coiffure et chaque ride de son visage suintait le snobisme et le mépris. Elle tenait par la main Pierre, le plus jeune des garçons, qui se tortillait d'impatience. Sophie, quant à elle, portait un cardigan couleur crème en cachemire, un maquillage si discret qu'il semblait inexistant et avait les cheveux lâchés. Elle tenait un panier ostentatoire de fruits gourmets de chez Fauchon et une boîte remplie de jouets chers. Son visage affichait un sourire soigneusement étudié de fausse compassion. « Élise, ma chérie. » Sophie fut la première à parler de cette voix mielleuse qui me retournait toujours l'estomac. « Éléonore et moi venons vous voir. Ça a dû être une semaine très difficile pour vous deux, les pauvres. »
Éléonore laissa échapper un grognement en parcourant avec mépris le petit salon qui servait aussi de cuisine comme si elle était entrée dans une décharge. Je te l'ai toujours dit, sans les Dubois tu n'es personne. Regarde ce trou. Même les niches de nos chiens sont plus grandes que cet endroit. Comment t'attends-tu à ce que mes petits-fils viennent te rendre visite ici? Ses petits-fils. Je remarquai qu'elle n'avait amené que Pierre. Bastien et Hugo avaient-ils refusé de mettre les pieds dans un quartier modeste où Étienne préparait-il un autre piège? Madame Dubois, docteur Laurent, à quoi dois-je votre visite? Je restai immobile, bloquant l'entrée. Ma voix était aussi froide que la glace. J'utilisai délibérément leur nom de famille pour marquer la distance. Le visage d'Éléonore se déforma d'indignation. Pardon? Ne puis-je pas venir voir comment vit ma petite fille dans ce taudis? Élise, tu es devenue bien trop insolente. Comment as-tu osé humilier Étienne devant tout le monde et partir sans signer l'accord? Sais-tu que Bastien et les autres mettent la maison sens dessus-dessous parce que tu n'es plus là pour leur servir le dîner? C'est vrai, intervint Sophie avec son rôle habituel de médiatrice compréhensive. Hier, Bastien a jeté l'assiette de la nouvelle nounou par terre et a fait un scandale parce qu'il te cherchait. Hugo a aussi pleuré parce qu'il voulait que tu ailles à la réunion de l'école. Même si tu en veux à Étienne, tu ne peux pas punir les enfants. Ils sont très attachés à toi. Attachés à moi. J'ai failli éclater de rire. Ce qui leur manquait vraiment, c'était l'esclave obéissante qu'ils pouvaient maltraiter sans conséquence. Madame Dubois, docteur Laurent. Le visage d'Éléonore s'assombrit encore plus et le sourire de Sophie vacilla pour la première fois. Étienne et moi sommes en pleine procédure de divorce. Quant à vos petits-fils, si ces enfants manquent d'une mère, ils devraient demander des explications à leur vraie mère, pas à la belle-mère que vous avez trompée pendant 5 ans. Insolente. Éléonore tremblait de rage en me pointant du doigt avec un doigt chargé d'énormes bagues en diamant. Ose répéter ça. Tu as élevé ces enfants pendant 5 ans. Même un chien des rues finit par s'attacher à celui qui le nourrit. Tu n'as pas d'âme. Pierre fut effrayé par les cris aigus de sa grand-mère. Sa lèvre inférieure se mit à trembler. Puis il éclata en sanglots en tendant les bras vers moi. Maman, porte-moi. Pierre veut maman. Une semaine plus tôt, mon instinct m'aurait poussé à le serrer dans mes bras pour le calmer. Mais maintenant, en voyant ses traits refléter clairement ceux de Sophie et en me souvenant du rapport de la clinique, je ne ressentais que du rejet pour toute cette farce. Pierre. Je le regardais sans hésiter. Ta vraie maman est juste à côté de toi. Je désignai Sophie d'un léger mouvement de la tête. Sophie pâlit de manière théâtrale. En moins d'une seconde, ses yeux se remplirent de larmes de crocodile. Élise, comment peux-tu empoisonner l'esprit d'un enfant de cette façon? Pierre t'a toujours appelé maman. Je sais que tu es jalouse de moi, mais les enfants sont innocents. Innocent, l'interrompis-je fermement en observant ses ongles parfaitement manucurés. Docteur Laurent, préférez-vous que j'explique aux voisins de l'immeuble comment ces enfants sont réellement venus au monde? Comment vous avez utilisé des cliniques à l'étranger pour contourner les lois françaises sur la gestation pour autrui et le consentement du conjoint? Ou parlons-nous de la vraie raison pour laquelle vous vous êtes installée comme une reine dans notre maison il y a 4 ans? Ce sont des calomnies. Sophie se tourna vers sa protectrice. Éléonore, pour l'amour de Dieu, écoute-la. Il était évident que la vieille matriarche connaissait toute cette vérité répugnante depuis le début, mais sa seule religion avait toujours été de protéger la façade impeccable du nom des Dubois. Assez, Élise. La voix d'Éléonore sonna autoritaire. Arrête de dire des bêtises. Ce qui s'est passé avant ou pendant le mariage n'a aucune importance. Sophie fait partie du personnel médical engagé par mon fils. Toi, en tant qu'épouse légitime, tu as manqué de la classe et de la décence nécessaires pour regarder ailleurs, comme le font les femmes de ta position. Pas étonnant qu'Étienne ait fini par se lasser de toi. Elle fit un pas en avant. Maintenant, je t'ordonne de faire tes valises, de retourner dans cette maison, de t'agenouiller devant mon fils et les enfants, de leur demander pardon et de retourner là où est ta place. Si tu es obéissante, peut-être que je convaincrai Étienne d'oublier ce petit spectacle que tu as monté. M'ordonner, demander pardon, tout oublier.
Ce discours démodé et profondément misogyne était répugnant. Comme si les 5 années que j'avais sacrifiées avaient été un privilège, comme si Chloé et moi devions supplier pour retourner dans cette cage dorée où nous étions maltraités. Éléonore. Je ne pris même pas la peine de l'appeler Madame Dubois. Mes avocats ont déjà des instructions précises. Les Dubois et moi nous verrons au tribunal. Je souris avec un mépris absolu. Revenir ? Pour continuer à être la nounou d'Étienne et des enfants qu'il a eus avec son amante, pour que ma fille continue d'être le paillasson de votre maison ? Croyez-vous vraiment que j'ai le mot idiote écrit sur le front ? Ordure. Éléonore perdit complètement le contrôle. Elle leva la main, prête à me gifler. Chloé, qui observait timidement de derrière le canapé, poussa un cri déchirant et courut vers moi. De son petit corps fragile, elle se plaça devant mes jambes. Elle tremblait comme une feuille, mais elle étendit ses petits bras comme un oisillon essayant d'arrêter un faucon. « Ne frappe pas ma maman, méchante sorcière !» Le cri de ma fille arrêta la main d'Éléonore à mi-chemin. Au même moment, je vis un éclair fugace de haine pure traverser les yeux de Sophie. Éléonore baissa lentement le bras. Elle respirait avec difficulté. Tout en ajustant son manteau de vison, elle regarda Chloé avec un mépris absolu. Telle mère, telle fille. Nourrissez un corbeau, il vous crèvera les yeux. Elle a le même sang sale et de basse classe que toi. Éléonore, s'il vous plaît. Sophie lui soutint le bras, interprétant une fois de plus le rôle de sainte martyre. Ne vous énervez pas, votre tension va monter. Élise est juste rancunière. Après tout, elle a consacré 5 ans à s'occuper de la maison. Même si elle n'a jamais été à la hauteur, nous devrions avoir pitié d'elle. Elle utilisait toujours la même stratégie. Elle semblait essayer de calmer la situation, mais en réalité, elle inoculait du venin, soulignant sa prétendue supériorité morale tout en me faisant paraître inférieure. Pitié, cracha Éléonore. Tu n'as même pas été capable de donner un héritier mâle à l'entreprise. La seule chose que tu as mise au monde, c'est cette chose inutile. Elle désigna Chloé d'un doigt tremblant. Élise, c'est ta dernière chance. Reviens la tête basse et peut-être que nous jetterons quelques miettes à ta fille depuis la table. Elle laissa échapper un rire sec et cruel. Pourrissez dans ce quartier misérable avec ta bâtarde. On verra si tu trouves un seul juge dans tout Paris qui osera statuer contre les Dubois. Tu crois que tu pourras nourrir cette gamine avec tes petits dessins ridicules ? Tu as signé un contrat de mariage et le nouvel accord est déjà prêt. Tu ne verras pas un centime. Elle se pencha vers moi et baissa la voix jusqu'à un murmure menaçant. De plus, j'ai entendu dire que les écoles maternelles de ce quartier ont très mauvaise réputation. Il y a eu beaucoup d'enlèvements d'enfants ces derniers temps. Il y a des gens très dangereux par ici. Ce serait vraiment dommage que quelque chose arrive à la petite sur le chemin de l'école. Le sang se glaça dans mes veines. Je pouvais supporter qu'on piétine mon nom, mais cette menace voilée contre la sécurité de Chloé réveilla l'instinct le plus sauvage qui existait en moi. Éléonore. Ma voix trancha l'air. Osez toucher à un seul cheveu de ma fille et je vous jure devant Dieu que je vous enterrerai. La vieille femme éclata d'un rire moqueur. Comme elle me fait peur, la fille du quartier pauvre. Avec quelle armée penses-tu m'affronter ? Croyez-vous que le code pénal français et les règles de procédure civile ne constituent pas une armée suffisante ? Une voix masculine, grave, parfaitement articulée, résonna depuis l'escalier. Nous tournâmes la tête toutes les trois en même temps. Un homme grand, enveloppé dans un élégant manteau gris foncé en laine et portant des lunettes à monture en écaille, finissait de monter les marches. Il tenait une mallette en cuir italien dans une main. Sa présence dégageait le calme, mais ses yeux semblaient être 2 scanners implacables. Il ignora complètement les 2 femmes riches. Il se dirigea directement vers moi avec une légère inclinaison de la tête. Madame Élise, bonsoir. Mon nom est Guillaume Thierry, associé principal de Thierry et Associés. J'ai été engagé par vous pour présenter la demande de divorce pour faute contre M. Étienne Dubois, contester tout accord préalable obtenu par fraude ou contrainte, et enquêter sur la dissimulation présumée illicite de biens matrimoniaux par votre époux. Il fit une brève pause, ajusta ses lunettes, puis fixa son regard directement sur le visage tendu d'Éléonore.
Et compte tenu de ce que je viens d'entendre dans ce couloir, je déposerai également aujourd'hui une plainte pénale contre vous pour harcèlement aggravé, contrainte et menaces dirigées contre ma cliente et contre la mineure Chloé, conformément à la législation pénale française. Quand maître Thierry eut fini de parler, un silence si épais tomba sur le palier qu'on pouvait entendre le bourdonnement du néon du plafond. L'arrogance snob d'Éléonore s'effondra. Elle fut remplacée par le désarroi et la peur sincère de se retrouver mêlée à un scandale judiciaire. Sophie serra si fort le bras de la vieille femme que ses ongles faillirent traverser le vison. Son expression de victime innocente disparut. Son visage devint complètement pâle. Le petit Pierre continuait de pleurnicher, mais plus personne ne lui prêtait attention. Je pris la main de Chloé et la protégeai un peu plus derrière mes jambes tout en invitant monsieur Thierry à s'approcher. Il était arrivé exactement 10 minutes avant la consultation téléphonique que nous avions programmée. Aussi impeccable que je m'y attendais. Entrez, maître Thierry. Je m'écartai pour le laisser passer, ignorant mes visiteuses comme si elles étaient des ordures abandonnées dans le couloir. Guillaume Thierry inclina légèrement la tête. Il entra dans mon modeste appartement sans montrer le moindre geste de mépris pour la décoration simple. Puis il posa sa mallette sur la petite table pliante de la salle à manger. « Qui vous croyez-vous être » Éléonore retrouva sa voix, bien qu'elle n'eût plus l'autorité d'avant. « Quelle sorte d'avocat opportuniste êtes-vous ? Ce sont des affaires privées de la famille Dubois. »« Élise, ne t'avise pas d'impliquer des tiers, tu cherches à nous faire chanter ?» Sophie força un sourire tremblant en essayant d'éteindre l'incendie. « S'il te plaît, Élise. Les affaires de famille se règlent en famille. Ferme la porte et discutons comme des personnes civilisées. Si Étienne découvre que tu as engagé des avocats externes, il sera furieux. » Guillaume ne leva même pas les yeux, ouvrit sa mallette, en sortit un dossier juridique et répondit avec une froideur absolument professionnelle. « L'état émotionnel de monsieur Dubois ne fait pas partie de mes préoccupations juridiques. » Il ouvrit son ordinateur portable. Je représente exclusivement les intérêts de madame Élise. Après avoir examiné la documentation préliminaire qu'elle m'a remise, il existe des indices suffisants pour considérer que M. Dubois a commis de graves irrégularités pendant le mariage qui affectent directement la distribution équitable des biens. Puis il regarda de nouveau vers la porte. Ses yeux se plantèrent dans ceux d'Éléonore. Et quant à vous, madame Dubois, vos commentaires explicites sur les enlèvements et les dangers pour une mineure constituent une menace directe. Il fit une autre brève pause. Mon assistante juridique, mademoiselle Hélène, se trouve un étage plus bas et a enregistré intégralement toute cette conversation avec son téléphone portable. En France, le consentement d'une seule des parties suffit pour que cet enregistrement soit pleinement admissible comme preuve. Nous nous réservons le droit de nous rendre à la police dès aujourd'hui. Enregistré. Éléonore commença à hyperventiler. C'est de l'extorsion. Je vais vous ruiner. Je vais vous couler sous les procès. Vous êtes tout à fait dans votre droit d'essayer, répondit Thierry avec une tranquillité absolue. Mon cabinet sera ravi de plaider contre vous. Il ferma le dossier. D'ailleurs, je vous rappelle que toute tentative d'intimider la partie adverse ou ses représentants légaux peut également constituer un délit d'entrave à la justice. Le visage d'Éléonore passa du rouge intense à un blanc fantomatique. Habituée à acheter les volontés avec de l'argent et à faire taire n'importe qui avec un chèque, jamais personne ne lui avait récité le code pénal en face. Sophie, beaucoup plus rusée, comprit immédiatement qu'elles étaient en nette infériorité. Elle tira le bras de sa fausse belle-mère et murmura avec une nervosité évidente, « Éléonore, partons. Ce n'est pas l'endroit. Les voisins regardent. Ça peut finir dans tous les journaux. » Et c'était vrai, plusieurs portes du couloir s'étaient discrètement entr'ouvertes. Éléonore me lança un dernier regard chargé de venin. « Élise, tu vas regretter d'être née. » Puis elle désigna l'avocat. « Et vous, avocat de pacotille, je m'occuperai personnellement de vous faire radier du barreau. » Après avoir lancé cette menace, elle tourna les talons et s'enfuit pratiquement en bas des escaliers, trébuchant plusieurs fois sur ses talons tandis que Sophie la suivait en traînant Pierre, qui continuait de pleurer. Dans leur fuite, elles oublièrent l'élégant panier de fruits et la boîte de jouets sur mon paillasson.
Ils semblaient être les trophées ridicules de leur défaite. Ce n'est que lorsque j'entendis la porte de l'immeuble claquer violemment que le nœud dans ma gorge commença à se desserrer. Mes jambes tremblaient. Chloé passa lentement la tête. Il y avait encore de la peur dans ses yeux, mais maintenant la curiosité prédominait. La méchante grand-mère et la tante sont parties? Elles vont revenir avec la police? Je m'agenouillai et la serrai dans mes bras. Non, mon amour, elles ne vont pas revenir. Je lui caressai les cheveux. Ce monsieur est un vrai chevalier. Il va aider maman à construire un mur si haut que personne ne nous fera plus jamais de mal. Guillaume Thierry attendit respectueusement que nous ayons fini de nous étreindre avant de parler. Madame Élise, vous sentez-vous un peu plus calme? Si vous êtes d'accord, nous devrions commencer. Il y a plusieurs points très importants dans la documentation chiffrée que vous m'avez envoyée et j'ai besoin de les vérifier au plus vite. J'acquiesçai. J'emmenai Chloé dans sa chambre. Ma chérie, va dessiner dans le nouveau cahier que nous avons acheté. Maman doit parler avec maître Thierry de choses très ennuyeuses d'adultes. Chloé hocha la tête. Elle adressa à l'avocat un regard timide, mais plein de gratitude. Puis elle ferma doucement la porte de sa chambre. Maître Thierry, merci beaucoup pour ce que vous avez fait tout à l'heure. Je lui offris un verre d'eau. Vous nous avez sauvés. Cela fait partie de mon travail. Guillaume s'assit, ouvrit son ordinateur portable et adopta immédiatement son attitude complètement professionnelle. Après quelques secondes, l'avocat parla. Madame Élise, ce cas est complexe, je ne vais pas vous le cacher. Étienne Dubois a engagé l'un des cabinets d'avocats d'affaires les plus agressifs et prestigieux de Paris, mais leur arrogance les pousse souvent à commettre des erreurs. Sa voix transmettait une assurance inébranlable. Premièrement, le divorce. Avez-vous signé quelque chose? Un brouillon? Un contrat de mariage? Je soupirai. J'ai signé un contrat de mariage avant de nous marier parce qu'Étienne disait que c'était la procédure habituelle pour protéger le groupe empresarial, mais je n'ai jamais signé l'accord de divorce qu'il a tenté de m'imposer l'autre jour. Parfait. Guillaume hocha la tête. Le contrat de mariage rend difficile la réclamation de la moitié du patrimoine. Cependant, si nous prouvons que vous avez abandonné une carrière professionnelle prometteuse pour vous consacrer entièrement au foyer et à la famille, la législation française nous permet de demander une prestation compensatoire importante, en plus de la pension alimentaire pour votre fille et même l'usage exclusif du logement familial ou une compensation équivalente. Il fit une pause. Mais ce qui nous donnera vraiment la victoire, ce ne sera pas le droit de la famille. Il ajusta ses lunettes. Ce sera l'information financière que vous avez trouvée dans le bureau d'Étienne. Vous l'avez? J'allai jusqu'à l'armoire de la chambre de Chloé. Je sortis ma vieille boîte en bois pour peinture, ouvris le cadenas et lui tendis une grosse clé USB noire. J'avais les mains moites. Ici, il n'y a pas seulement les photos scannées du rapport génétique qui prouvent que Sophie est la mère biologique via une gestation pour autrui illégale réalisée à l'étranger. Je baissai la voix. Il y a aussi des emails transférés, des captures de conversations WhatsApp et des relevés de comptes bancaires aux îles Caïmans qu'Étienne a laissés ouverts sur son Mac une nuit où il s'est endormi après avoir bu. De plus, il y a des enregistrements audio où il parle de pots de vin à un fonctionnaire chargé du reclassement de terrain pour le nouveau développement immobilier de la Côte-Nord. C'est le fameux scandale dont parlent tant les Échos, mais que personne n'a réussi à prouver. Je ne m'y connais pas en finance, mais mon instinct me disait que tout cela était très sale. Guillaume connecta la clé USB. Ses yeux parcoururent rapidement les premiers dossiers. Dans ses pupilles apparut l'éclat d'un limier qui vient de trouver une piste fraîche. Ça, il respira profondément, c'est de la dynamite. Élise. Il me regarda avec un sérieux absolu. C'est beaucoup plus grave qu'une simple infidélité. Ici, nous parlons de crimes fédéraux, de violation des règles de l'autorité des marchés financiers, de pots de vin, de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Il retira la clé comme s'il tenait du plutonium. Je vais faire analyser toutes ces informations par des experts comptables de ma plus grande confiance. Ce sera une guerre d'usure. Dès qu'Étienne soupçonnera que nous avons ce matériel, il réagira avec une extrême violence. Vous et votre fille devrez prendre toutes les précautions.
J'acquiesçai en me serrant dans mes bras à cause du froid qui me parcourait le corps. Je sais. Tant que Chloé est en sécurité, je suis prête à mener cette affaire jusqu'à la cour de cassation s'il le faut. Une dernière chose. Guillaume reprit son ton professionnel. Dans votre email, vous avez mentionné que vous êtes illustratrice. Pensez-vous reprendre votre carrière? Je le regardai, surprise. En 5 ans, personne ne m'avait interrogé sur mon avenir professionnel sans le faire avec sarcasme. Oui, j'ai recommencé à publier des illustrations sur Instagram et j'ai déjà contacté quelques maisons d'édition indépendantes. Je désignai le vieil ordinateur portable qui reposait sur la table. Je pense que je peux m'en sortir avec ça. Je suis heureux de l'entendre. Il hocha la tête. Gardez toutes les factures, contrats et emails liés à ces travaux. Tout peut servir devant le juge. Il se leva et commença à boutonner son manteau. Je vous laisserai ma carte personnelle. Appelez-nous si vous observez le moindre mouvement étrange, aussi insignifiant soit-il. Quand Guillaume Thierry ferma la porte, je me laissai glisser le long du mur jusqu'à m'asseoir par terre. La peur et l'adrénaline se battaient encore dans mon corps. Chloé ouvrit lentement la porte de sa chambre. En me voyant par terre, elle courut immédiatement m'enlacer le cou. « Maman, tu pleures? Chloé a été méchante? » Je secouai la tête en embrassant ses joues. « Non, mon amour, tu es la meilleure petite fille du monde. » Je la serrai fort. Maman pleure de joie parce que nous allons enfin nous défendre. Le soleil de l'après-midi teintait les murs de l'appartement en orange. Je savais que ce n'était que le début de la guerre, mais en serrant Chloé dans mes bras, je ne m'étais jamais sentie aussi forte. Les jours suivants s'écoulèrent dans une tranquillité trompeuse. Suivant le conseil de l'avocat, je limitais au maximum nos sorties. Je n'emmenais Chloé qu'à l'école maternelle publique où elle venait de commencer, et je choisissais toujours des itinéraires différents, observant attentivement les voitures garées. Le soir, je dessinais sans relâche. Ma nouvelle série d'illustrations, La petite fan en quête d'une forêt, commença à devenir virale de manière complètement organique sur les réseaux sociaux. Son style, délicat mais plein de force, parlait de la résilience et de l'évasion de l'abus émotionnel. Des milliers de femmes se sont senties identifiées. Une importante créatrice de contenu française partagea mon travail dans ses stories. Mon compte passa de 400 abonnés à plus de 50 000 en seulement 4 jours. Peu de temps après, une maison d'édition indépendante de Paris m'offrit un contrat pour publier le livre illustré avec une avance très attrayante. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis que le vent commençait à tourner en ma faveur. Jusqu'au mardi après-midi. Quelqu'un frappa à la porte avec insistance. Des coups secs, autoritaires. Je regardai par le judas. Il y avait 2 hommes en gilet réfléchissant et porte-blocs portant le logo de la ville de Paris. Derrière eux attendait un homme en costume. Ouvrez la porte. Nous sommes des inspecteurs du service des bâtiments. Nous avons une inspection d'urgence pour risque imminent. Mon cœur fit un bond. J'ouvris à peine de quelques centimètres, laissant la chaîne de sécurité en place. L'homme en costume s'avança et me montra une carte d'identité si rapidement que je pus à peine la voir. Madame Élise. Nous avons reçu une plainte anonyme déposée auprès de l'aide sociale à l'enfance et du service des bâtiments. Selon la plainte, cet appartement représente un risque sanitaire et d'incendie en raison de l'accumulation de matériaux inflammables. Nous venons inspecter le logement et évaluer le bien-être de la mineure qui est sous votre garde. Service de protection de l'enfance. C'était là le vrai coup. Il voulait m'enlever Chloé. Cet appartement est en parfait état. Je restai ferme derrière la porte. Montrez-moi un mandat de perquisition ou un document officiel signé par un juge. Si vous ne l'avez pas, j'appellerai immédiatement la police pour violation de domicile. L'homme en costume fronça les sourcils. Madame, si vous faites obstruction à cette inspection, la protection de l'enfance pourra retirer votre fille aujourd'hui même pour négligence imminente. Avant que je puisse répondre, des pas lents et arrogants commencèrent à monter l'escalier. Tiens, quel accueil peu aimable pour des fonctionnaires. La silhouette d'Étienne Dubois apparut sur le palier. Il portait un impeccable manteau noir en cachemire et dégageait l'aura d'un prédateur.
Seules les cernes profondes sous ses yeux trahissaient plusieurs jours d'énormes tensions. Son regard se planta dans le mien avec un mélange de mépris et de moquerie. Élise, tu as déménagé dans un quartier pauvre et tu as déjà oublié les bonnes manières. C'est comme ça que tu penses élever notre fille? À cet instant, je compris tout. Il n'y avait aucune inspection. Ces hommes étaient des voyous engagés, des personnes payées pour m'intimider, fabriquer un faux rapport et donner à Étienne l'excuse parfaite pour tenter de m'enlever la garde de Chloé ou de fouiller mon appartement à la recherche de la clé USB. Étienne. Je soutins son regard tout en luttant pour contrôler le tremblement de mes jambes. Comme c'est curieux de te trouver dans un quartier ouvrier. Tu t'es perdu en cherchant le country club où ton entreprise de construction n'a plus assez de travail et se consacre maintenant aussi à l'intimidation des voisins? Il serra la mâchoire. Il n'était pas habitué à ce que je lui réponde. Garde ton sarcasme pour tes petits dessins ridicules. Ouvre la porte. Si tu ne coopères pas de bon gré, demain un juge des affaires familiales retirera la garde de Chloé pour avoir vécu dans des conditions insalubres. Maman. Chloé serra ma jambe. Elle était pâle comme un fantôme. Je posai une main sur sa tête. Écoute-moi très bien, Étienne. Si l'un de ces hommes franchit la porte de ma maison sans un mandat judiciaire, mon avocat, Guillaume Thierry, déposera une plainte pour violation de domicile, abus d'autorité et harcèlement. Le visage d'Étienne se déforma de rage en entendant ce nom. Cet avocat opportuniste ne pourra pas te protéger éternellement, Élise. Il n'est avec toi que parce qu'il veut se faire de la publicité sur mon dos. Dès qu'il subira un peu de pression, il t'abandonnera dans le caniveau. Son regard descendit jusqu'à Chloé. C'était un regard froid, clinique. Hier, Bastien et Hugo avaient de la fièvre et n'arrêtaient pas de te réclamer. Et toi, tu préfères pourrir dans ce taudis avec cette gamine inutile. Tu es un fardeau, et ta fille aussi. Ces mots étaient des poignards dirigés directement vers mes blessures de mère. Pendant un instant, je ressentis l'ancien réflexe de culpabilité, mais je compris tout de suite ce qu'il cherchait à faire. Il essayait de me provoquer. Il voulait que je perde le contrôle devant ces faux inspecteurs. Je le fixai. Ma voix sortit aussi froide que la glace. Si tes bâtards ont de la fièvre, que le docteur Laurent leur mette des compresses froides. C'est pour ça que tu l'as payée aussi pendant qu'elle organisait toute cette gestation pour autrui légal. Il ne m'importe plus. Je caressai les cheveux de Chloé. Elle est mon seul trésor. Je levai la tête. Vivre dans un petit appartement ne nous rend pas vulnérables. Par contre, toi, avec tous tes millions, tu es terrifié. Étienne laissa échapper un rire sombre. Même les faux inspecteurs semblèrent frissonner. Très bien, Élise. Ne dis pas que je ne t'ai pas offert de te rendre de bon gré. Le jeu ne fait que commencer. Toi, ton avocat de seconde zone et ta bâtarde, vous allez découvrir ce qui se passe à Paris quand on s'en prend à la famille Dubois. Il tourna les talons, fit un signe à ses hommes, et tous descendirent l'escalier. Je claquai la porte. Je mis tous les verrous. Puis je tombai à genoux, serrant Chloé si fort que ma poitrine me faisait mal. Je tremblais, oui, mais pas de peur. Je tremblais de rage. Les mots d'Étienne confirmaient qu'il soupçonnait déjà que j'avais bien plus que la preuve de paternité. Il était prêt à utiliser tous les moyens possibles. Je devrais frapper la première. Le lendemain matin, après avoir déposé Chloé à l'école, je contactai Guillaume Thierry. Nous avions convenu d'utiliser un téléphone prépayé exclusivement pour les conversations importantes, au cas où Étienne aurait mis ma ligne sur écoute. L'avocat mit immédiatement en marche la première phase du plan, il envoya anonymement les premières preuves à la division des crimes financiers de la DGSI et à un journaliste d'investigation de Les Échos. Ce n'était que le premier mouvement, mais à 16 heures, je reçus un appel qui faillit m'arrêter le cœur. C'était la directrice de l'école maternelle de Chloé. Madame Élise, je suis vraiment désolée. La grand-mère de Chloé est venue la chercher. Sur la fiche d'inscription, Éléonore Dubois était indiquée comme personne autorisée en cas d'urgence. Elle est arrivée avec son chauffeur en disant que vous aviez eu un accident de la route et que vous étiez hospitalisé aux urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Elle a emmené la petite.
La panique m'écrasa la poitrine. Depuis combien de temps? Où sont-ils allés? Criai-je en sortant en courant dans la rue. La directrice répondit d'une voix entrecoupée. Environ 15 minutes s'étaient écoulées. Ils étaient partis dans la Mercedes noire habituelle. J'appelai immédiatement Guillaume Thierry. Puis je composai le numéro d'urgence. L'avocat activa immédiatement le protocole d'alerte enlèvement. Les mains tremblantes, je composai le numéro personnel d'Étienne. Étienne, je te jure devant Dieu que si ta mère a fait quelque chose à ma fille, je te tuerai de mes propres mains. Je pouvais à peine respirer. De l'autre côté, un silence déconcerté. Qu'est-ce que tu racontes, Élise? Je suis en réunion du conseil d'administration. En fond, j'entendis la voix nerveuse de Sophie. Étienne, chérie, qu'est-ce qui se passe? C'est encore cette femme hystérique. Ta mère a enlevé Chloé de l'école en utilisant un mensonge misérable, criai-je, complètement hors de moi. Trouve-la où la DGSI sera dans ton bureau dans 10 minutes. Étienne lâcha un juron et raccrocha. Je courus jusqu'au commissariat de mon arrondissement à Paris. Ce furent les heures les plus angoissantes de toute ma vie. Mon esprit n'arrêtait pas d'imaginer le pire des scénarios. Je craignais le pire, qu'Éléonore lui fasse du mal ou la fasse sortir du pays. Soudain, à 19h, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Je répondis, presque incapable de respirer. Maman. C'était la voix de Chloé, en larmes. Mon amour, ma vie, où es-tu? J'éclatai en sanglots devant les policiers. La méchante grand-mère m'a emmenée dans une maison très moche. Elle m'a beaucoup crié dessus et m'a pincé très fort. Mais un monsieur est venu, il s'est disputé avec elle et il m'a sorti de là. L'appel fut rempli d'interférences. Puis j'entendis une voix masculine. Madame Élise, c'est Laurent, l'assistant exécutif de Monsieur Dubois. Ne vous inquiétez pas, la petite est avec moi dans la voiture. Madame Dubois a complètement perdu la tête. Elle voulait utiliser la petite comme monnaie d'échange pour vous forcer à retirer certaines informations anonymes arrivées aujourd'hui à l'entreprise. M. Dubois l'a appris, a quitté la réunion du conseil, a affronté sa mère dans l'ancienne propriété familiale de Deauville et m'a ordonné de ramener immédiatement la petite. Nous serons dans votre rue dans 10 minutes. Étienne était un monstre, mais un monstre calculateur. Il savait parfaitement qu'une accusation d'enlèvement d'enfant détruirait son image publique juste au moment où la DGSI enquêtait déjà sur lui. Quand je vis Laurent descendre du véhicule utilitaire avec Chloé dans les bras, je courus sur le trottoir et la serrai de toutes mes forces. Son petit visage était trempé de larmes. Sur ses bras, on voyait encore les marques rouges où cette harpie de ma belle-mère l'avait tenu violemment. Laurent baissa la tête. Monsieur Dubois m'a demandé de vous transmettre ses plus sincères excuses pour la conduite de sa mère. Il me tendit un sac de pharmacie. Il envoie également cette pommade pour les bleus. Il dit qu'il s'assurera que Madame Éléonore ne s'approche plus jamais de la petite. Je regardai le sac, le pris et le jetai à ses pieds. Dites à votre patron d'aller au diable, et dites à sa mère de prier pour que la police la trouve en premier, parce que si je la trouve, je ne répondrai plus de mes actes. Je montai les escaliers en serrant Chloé contre ma poitrine. Je lui préparai un bain chaud. Je soignai soigneusement les petits hématomes sur ses bras. Puis je lui lus son conte préféré sur un faon jusqu'à ce qu'elle s'endorme profondément, complètement épuisée par tout ce qu'elle avait vécu. Cette nuit-là, je restai assise dans l'obscurité de la cuisine. La seule lumière provenait de l'enseigne au néon d'une petite boutique de l'autre côté de la rue. C'est alors que je pris la décision définitive. Fini de jouer en défense. Ils avaient osé utiliser ma fille. J'allais détruire Dubois Industries depuis ses fondations. J'ouvris l'ordinateur portable et appelai Guillaume Thierry. Maître Thierry, il n'y a plus de retour en arrière. Je pris une profonde inspiration. Faites fuiter absolument tout. Les emails sur le pot de vin aux fonctionnaires de l'urbanisme, les comptes aux îles Caïmans, les fausses factures liées aux gestations pour autrui, tout. Aujourd'hui même. Éléonore a enlevé ma fille pendant 3 heures. Je veux les voir tous répondre devant la justice. La voix de Thierry sonna sérieuse, bien que chargée de détermination.
Compris, Élise. Dès ce soir, je préparerai toutes les plaintes pénales. Le journaliste de Les Échos publiera l'information demain matin. À partir de ce moment, votre ex-mari sera un paria. Restez caché. À l'aube, le chaos éclata. Les titres financiers étaient dévastateurs. Scandale de corruption secoue Dubois Industrie. Les procureurs enquêtent sur des millions de pots de vin liés au reclassement urbanistique de la Côte-Nord. Les actions de l'empire immobilier commencèrent à s'effondrer à la Bourse de Paris. En même temps, les journaux à sensation, alertés par l'équipe de Thierry, remplirent leurs unes avec le scandale familial, le prestigieux homme d'affaires, son amante et les 3 enfants obtenus par une fraude à la gestation pour autrui avec la médecin de famille. L'empire impeccablement construit par Étienne commençait à s'effondrer en temps réel. Au manoir de Neuilly, c'était la panique. Étienne n'était pas rentré chez lui depuis 2 jours. Il restait enfermé dans des réunions de crise avec ses avocats tandis que ses partenaires commençaient à lui tourner le dos pour ne pas sombrer avec lui. Sophie était complètement hors d'elle. Elle savait que sans la protection économique d'Étienne, elle ferait l'objet d'une enquête pour fraude médicale, falsification de documents et crimes fédéraux. Éléonore, de son côté, vivait sous sédatifs presque tout le temps. Un juge venait de délivrer un mandat d'arrêt contre elle pour l'enlèvement de Chloé. Étienne commença à se méfier de tout le monde. Si Élise avait toutes ces informations financières, qui les lui avait données? Son esprit paranoïaque pointa immédiatement vers Sophie. C'était la seule personne qui vivait dans la maison et avait un accès occasionnel à son bureau. La graine de la méfiance avait été plantée. Un après-midi, alors qu'une tempête torrentielle frappait la ville et que je commençais à croire que le pire était passé, l'histoire prit son tournant le plus sombre. Je reçus un message WhatsApp d'un numéro inconnu. C'était une photo de Chloé jouant dans la cour de l'école cet après-midi-là. En dessous, un texte: « Viens seul au vieil entrepôt de meubles abandonnés de la zone industrielle de Pantin dans 1 heure. Si tu ne viens pas, demain ta fille ne rentrera pas à la maison. » Je sentis mon cœur cesser de battre. Il surveillait toujours ma fille. J'appelai immédiatement Thierry. C'est un piège désespéré. L'avocat parla rapidement. Élise, la police est sur le point d'arrêter Étienne. Éléonore sait qu'elle ira en prison et veut se venger. N'y allez pas. La police ira pour vous. Je secouai fermement la tête. Non, ma voix sonna aussi froide que l'acier. Elle ne sait pas que je connais déjà la fin. Elle croit qu'elle peut encore me faire chanter. Je respirai profondément. Maître Thierry, écoutez-moi bien. Appelez la police, mais donnez-leur 10 minutes d'avance. J'ai besoin que cette sorcière parle devant moi. J'aurai l'enregistreur du téléphone allumé. Je conduisis ma vieille voiture sous la tempête jusqu'à la zone industrielle désolée de Pantin. C'était un endroit rempli d'entrepôts abandonnés, de fer rouillé et de bâtiments oubliés. J'entrai dans un immense hangar sombre qui sentait le bois pourri et le dissolvant à peinture. Éléonore était là. Elle avait une apparence déplorable, les cheveux blancs complètement en désordre, les vêtements de luxe trempés par la pluie. Dans une main, elle tenait une lourde clé à molette en acier. Dans l'autre, un briquet Zippo. L'air était imprégné d'essence. « Tu as détruit mon fils. Tu as détruit le nom des Dubois, ordure des bas-fonds. » Sa voix résonna dans tout le bâtiment vide. « Éléonore, c'est fini. Étienne est fini. Et vous aussi. » J'avançai lentement vers elle. L'enregistreur fonctionnait toujours dans ma poche. « Rendez-vous. » La vieille femme éclata d'un rire complètement dément. Elle approcha le briquet d'un tas de chiffons imbibés de combustible. « Jamais. Je préfère voir le monde brûler plutôt que d'accepter qu'une traînée comme toi nous ait vaincus. Tu as tout gâché, mais je compte bien t'emmener avec moi. Nous mourrons toutes les deux ici. » Elle fit jaillir l'étincelle. Le feu prit immédiatement. La peur me donna une force que je n'avais jamais ressentie. Je me jetai sur elle juste au moment où les premières flammes commençaient à s'étendre. Nous roulâmes sur le sol sale de l'entrepôt. Dans sa folie, elle était encore étonnamment forte, mais j'étais une mère luttant pour sa vie. Je lui tordis le bras jusqu'à ce qu'elle lâche le briquet, qui fut projeté à plusieurs mètres.
Pendant la lutte, je la poussai de toutes mes forces contre un tas de palettes en bois. Elle tomba en arrière. Un craquement effroyable résonna dans tout le bâtiment. Sa jambe se brisa sur le cou. Ses cris de douleur remplirent l'entrepôt. Au même moment, les sirènes de la police et plusieurs véhicules tactiques illuminèrent l'endroit de leurs gyrophares bleus. Guillaume, Thierry et Hélène entrèrent avec les agents. Ils m'écartèrent rapidement d'Éléonore, qui continuait de se tordre en me maudissant. « Éléonore Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, enlèvement et contrainte. » Un inspecteur lui passa les menottes pendant que les ambulanciers la hissaient sur une civière. Je sortis de l'entrepôt, appuyé sur Thierry. Je respirai profondément l'air froid et humide de la pluie. Le cauchemar de la matriarche était terminé, mais Sophie avait toujours disparu. Avec l'aide de Guillaume, nous préparâmes le dernier piège. D'un numéro chiffré, nous lui envoyâmes un message en nous faisant passer pour quelqu'un qui connaissait ces cliniques clandestines en Europe de l'Est, où elle achetait des embryons et falsifiait des tests ADN pour faire croire que les enfants étaient d'Étienne. Nous lui fîmes également croire qu'Éléonore l'avait trahi pour sauver son fils et que nous pouvions l'aider à s'enfuir au Canada si elle livrait toutes les preuves contre Étienne. Acculée, convaincue que les Dubois l'avaient abandonnée et après avoir appris l'arrestation d'Éléonore, Sophie perdit complètement le contrôle. Elle avoua absolument tout via plusieurs audios WhatsApp. Elle expliqua comment elle avait falsifié des dossiers médicaux, où Étienne cachait l'argent noir de l'entreprise et révéla que les prétendus héritiers de la famille n'étaient même pas les fils biologiques d'Étienne. Elle était stérile, avait acheté des ovules de donneuses anonymes et l'avait trompé en lui faisant croire que ses enfants partageaient son ADN. L'équipe de Thierry intercepta toutes ces informations avant que Sophie ne puisse monter dans un train pour Montréal. Elle fut arrêtée à la gare de Lyon, accusée de fraude continue. Le lendemain arriva le coup de grâce. Étienne Dubois, poursuivi par les procureurs, trahi par son amante et voyant sa mère sombrer, tenta de s'enfuir en Suisse dans un avion privé. Des agents de la DGSI et des douanes l'interceptèrent sur la piste de l'aéroport du Bourget avant le décollage. Les menottes se refermèrent sur les poignets de soie du grand PDG. L'empereur était tombé, vaincu par sa propre arrogance. Avec toutes les preuves de fraude matrimoniale, de tromperie délibérée, d'infidélité et de crimes fédéraux entre les mains de la brillante équipe juridique de Thierry, le procès en divorce ne fut qu'une simple formalité. Le jugement du tribunal de grande instance fut dévastateur, j'obtins la garde exclusive et permanente de Chloé. Une ordonnance d'éloignement définitive fut prononcée contre Étienne et toute sa famille. De plus, en raison de la dissimulation dolosive des biens matrimoniaux et des indemnités civiles correspondantes, le juge m'accorda une compensation de plusieurs millions d'euros et la propriété du Penthouse familial de la rive droite. La première chose que je fis fut de le vendre. Je ne voulais absolument rien garder qui sente les Dubois. Quelques jours plus tard, dans les bureaux de l'avenue Montaigne, Guillaume Thierry me remit la copie définitive du jugement. Il sourit avec un profond respect. Vous avez gagné sur tous les fronts, Élise. Que comptez-vous faire maintenant? Tout en me servant une tasse de café, je répondis sans hésiter. Accompagner Chloé à ses séances de thérapie et continuer à illustrer mes livres. La maison d'édition veut publier la suite de La petite fan en quête d'une forêt. Je pense aussi acheter une petite maison avec un jardin dans les Alpes, loin du bruit, où Chloé pourra respirer l'air pur. Je soupirai. Je ressentais une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Je remerciais encore et encore Guillaume et Hélène de nous avoir sauvés de cet enfer. Ce même après-midi d'automne, je suis allée chercher Chloé à la sortie de l'école. Je l'ai vue courir vers moi les bras grands ouverts. Son sourire illuminait toute la rue. Dans ses yeux couleur miel, il n'y avait plus la moindre trace de peur. Avec une immense fierté, elle me montra un carton rempli de dessins faits au crayon de cire. Elle avait dessiné 2 biches fortes sautant sous un énorme soleil. Maman, regarde, ça c'est toi avec ces grands bois pour nous protéger. Et ça, c'est moi. C'est notre nouvelle forêt. Je lui fis un gros bisou sur le front. Je pris sa petite main, maintenant chaude et pleine de vie. Alors que nous rentrions, le soleil dorait nos dos et allongeait notre ombre sur l'asphalte. Les cicatrices du passé nous accompagneraient toujours, oui, mais elles avaient aussi tissé une armure impossible à briser.
L'histoire de cette Élise soumise resta enterrée pour toujours parmi les ruines des Dubois. La vie de la nouvelle Élise, et de sa petite Chloé, baignée par la douce lumière du crépuscule, venait à peine de commencer.